De l'Asie, d'Europe ou d'Amérique, de l'Océanie ou de l'Afrique, tous les yeux sont ouverts sur mon île, mon pays au destin si fragile. Haïti est une fleur sauvage, couleur de la nuit, couleur du rêve. On est là justement pour présenter cet homme qui est présent. Si vous êtes là, c'est que vous avez fait le choix d'être solidaire des frères et sœurs qui souffrent en Haïti, c'est le mot. La crise qu'ils vivent est difficile. Les nouvelles qui nous viennent d'Haïti, et comme vous êtes au courant à travers les réseaux sociaux, nous informent que les différentes activités sont paralysées. Plus moyen de se déplacer, on va s'en sortir. C'est le mot qu'il faut dire. Point d'interrogation. Comprendre la crise n'est pas permis à tout le monde. Et c'est donc un privilège pour nous d'avoir un acteur, je précise un acteur, un intellectuel, un patriote qui comprend la crise, qui tentera de nous l'expliquer. Certains observateurs et intellectuels retiennent trois dimensions de la crise haïtienne: sociale, politique et économique. Pour moi, Franck, la crise est fondamentalement sociale. Je ne retiens qu'une seule dimension. Et le désastre économique qui l'accompagne, les événements politiques scandaleux qui l'accompagnent sont pour moi un baromètre qui indique le niveau de déchéance sociale. Et ça découle, en fait, c'est pour moi des conséquences des choix de l'homme dans l'ordre social, spirituel, moral, politique, économique. Ce ne sont que des conséquences. Et cela arrive parce que nos dirigeants du XXe siècle et du XXIe siècle n'ont pas encore compris que le capital humain est aujourd'hui à l'économie du XXIe siècle ce que l'or et les épices ont été à l'économie du XVe siècle. Le capital humain. Et le 12 janvier 2012, 2 ans après le passage du séisme, le président Léonel Fernandez, notre voisin dominicain, a été en Haïti pour participer à la cérémonie inaugurale de l'université de Limonade, un cadeau dominicain. Il a tenu un discours fleuve dans lequel je n'ai retenu qu'une phrase: la véritable richesse d'Haïti est dans son propre peuple. Et c'est pourquoi justement il n'a pas offert à Haïti des tonnes de riz. C'est pourquoi justement il n'a pas offert à Haïti des tonnes d'igname, de manioc. Il a offert un centre d'enseignement universitaire, de telle sorte qu'il puisse investir dans l'homme et dans la femme haïtienne, pour produire des capitaux humains qui sont nécessaires pour le nouveau débat haïtien. Et c'est extrêmement important. Donc la crise, je le dis, elle est fondamentalement sociale. Donc les problèmes sociaux se situent au fondement même de cette crise. Et pour justifier tout cela, je vais, à travers des chiffres, vous montrer comment très peu d'attention va au social. Et pour faire cela, je voudrais vous demander de vous reporter, même si vous n'avez pas le document, au dernier budget de la République d'Haïti, notamment pour l'exercice 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019. Le budget, c'est l'expression la plus éloquente
des priorités de l'équipe au pouvoir. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de dire qu'on a telle priorité, le budget est là pour indiquer quelle est la priorité du pouvoir. Dans le budget en Haïti, on distingue plusieurs secteurs. Secteur politique, incluant la présidence, la primature, le Parlement, le ministère de la planification, etc. Il y a le secteur culturel, il y a le secteur social, inclut 5 ministères. Le ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle, le ministère des Affaires sociales et du Travail, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, le ministère de la Jeunesse et des Sports, et, si je dis tous les 5, et le ministère, laisse-moi voir, non, de la santé publique. Voilà, 5 ministères. Alors, le secteur social du budget inclut 5 ministères. En 2015-2016, ce secteur avait bénéficié d'un budget de 14 milliards de gouttes qui représente seulement 12% du budget. 5 ministères combinés bénéficient de budget. Alors que pour honorer ses engagements en matière des objectifs du millénaire pour le développement, Haïti devrait allouer pas moins de 20% seulement au ministère de la Santé publique. Alors que le secteur social, incluant 5 ministères pour l'exercice 15-16, avait bénéficié des montants. Alors je vous parle du crédit d'investissement. Je mets de côté le crédit pour faire fonctionner l'appareil, le ministère. Le crédit d'investissement. Parce que la croissance économique, répondre aux besoins de la population, ça exige de mobiliser des ressources, mais ce n'est pas pour faire fonctionner le ministère, c'est pour investir. Donc le crédit d'investissement était de l'ordre de 12%. 12% du budget national, le secteur social. Et si vous voyez, je mets l'accent sur les institutions nationales. Et pourquoi j'insiste sur les institutions nationales? C'est parce que justement, je fais partie de ceux qui font le lien entre le développement économique, le développement industriel des anciennes métropoles et l'exploitation des ressources naturelles des anciennes colonies, mais je ne suis pas de ceux qui croient que la mauvaise gouvernance qui caractérise la chose publique en Haïti est à mettre à la charge de quiconque. Donc, nous sommes les artisans du malheur et c'est à nous de trouver un remède. Donc, ce sont des institutions nationales que moi j'indexe. Et d'abord, je voudrais vous parler de l'exécutif dans la crise. Je crois avoir commencé à le faire parce que je vous ai parlé du budget qui traduit le mépris affiché par l'exécutif pour ce qui a trait aux conditions dans lesquelles vive la population. Mais il n'y a pas que ça. Le pouvoir exécutif fonctionne dans un régime qui préconise la séparation des 3 pouvoirs de l'État. Bien entendu, vous savez aussi bien que moi que en fait, cette séparation a été faite dans un but bien précis. C'était un peu pour relativiser le pouvoir, pour distribuer le pouvoir. Et en Haïti, malheureusement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'il n'y a que 2 pouvoirs en Haïti. Il y a le pouvoir exécutif, et confondu avec le pouvoir législatif, et de l'autre côté, le pouvoir judiciaire qui est infantilisé, qui est instrumentalisé. Et dans le livre, je pose ce problème de confusion, de collusion entre le législatif et l'exécutif. Et la responsabilité appartient aux 2 pouvoirs. Le pouvoir exécutif en Haïti, dans un régime qui n'est pas parlementaire, qui n'est pas présidentiel non plus, essaie toujours de
de construire une majorité au Parlement. Et vous admettez avec moi que c'est pas une majorité issue des élections sous la bannière d'un même parti politique et fondée sur une base idéologique, c'est une majorité construite. Et celui qui l'a construit n'est pas si stupide, il construit une majorité pas pour nuire le pouvoir exécutif, il construit une majorité pour soutenir l'exécutif. Et le pouvoir exécutif met tout en œuvre pour que le Parlement n'acquitte pas de ses missions constitutionnelles. Alors que la Constitution fait du président de la République le garant de la bonne marche de toutes les institutions, y compris le Parlement. Mais cela ne justifie pas que le Parlement, de son côté, puisse se laisser instrumentaliser. D'accord? Mais nous devons retenir que le président de la République est, selon la Constitution en vigueur, le garant de la bonne marche de toutes les institutions, y compris le Parlement ici. Mais la plus grande responsabilité, la plus grande faute repose sur le Parlement, abritant des gens venant des sections communales, fils de paysans et de paysannes, des gens qui sont entre guillemets porteurs de la lumière, parce que la plupart ont été à l'école, même si nous admettons que l'école a subi pendant ces dernières années, en fait a chuté. L'école est en déclin. Et en fait, ce sont eux qui, arrivés à Port-au-Prince, qui trafiquent leur pouvoir, qui bradent le pouvoir, certaines fois pour des plats de riz. Bon. Alors, quelle est la responsabilité du Parlement dans tout ça? C'est que la Constitution fait du Parlement le gardien des intérêts du peuple haïtien. C'est dans une logique de check and balance, c'est dans une logique de contre-pouvoir qu'on a conçu ça. Donc c'est à cette préoccupation qu'a répondu la conception du Parlement. Et c'est en Haïti seulement qu'on a un Parlement qui dispose de pouvoirs si exorbitants, capable de mettre en accusation et de destituer un président. Et malheureusement et paradoxalement, au lieu d'avoir un Parlement qui contrôle l'exécutif, on assiste à l'opération inverse. L'exécutif contrôle le Parlement. Et là, je pense que vous allez me demander, mais comment ça arrive? Comment ça arrive? Et la réponse vous surprend encore. L'aspiration légitime à la réélection, telle est la réponse. Si vous me demandez pourquoi le Parlement, alors bien entendu, lorsque je parle du Parlement, ça inclut la minorité, la majorité, mais vous savez qu'au Parlement, dans ce régime d'assemblée, tout se fait selon la loi de la majorité. Et si vous me demandez pourquoi c'est comme ça, ça se passe, je vous répondrai, vous pouvez trouver ça paradoxal, mais je vous dis que pourquoi les parlementaires trafiquent le pouvoir, c'est pour pouvoir se faire élire. Et je dis que, et vous pouvez me poser la question de savoir, mais comment ça peut aboutir à la réélection du parlementaire? Et c'est parce que justement, le parlementaire est rationnel dans son choix. Alors, je parle du parlementaire qui se conforme, qui se plaît dans le conformisme, le parlementaire qui ne veut rien changer, le parlementaire qui veut exploiter le statu quo, le parlementaire qui n'est pas prêt à opposer une résistance au statu quo. Comment ce chemin peut conduire à sa réélection? Pour expliquer tout ça, j'emprunte une formule économique, c'est le marché, la rencontre de l'offre et de la demande. Je dis que ça obéit à une logique de marché, la rencontre de l'offre et de la demande. Mais dans ce cas précis, je dirais de préférence, c'est la rencontre d'une offre politique et ce qui a une place dans l'échelle des préoccupations des électeurs. En Haïti, il ne faut pas oublier, le problème, toujours un problème social, l'électeur mesure la performance du député
à l'aune de tout ce qui n'est pas dans son job. C'est à l'aune du travail du magistrat qu'on mesure sa performance. S'il fait le travail du magistrat, il est un bon député. Il peut se faire réélire. S'il s'enlise dans les plates-bandes de l'exécutif, du CASEC, des petits projets bidons qui ne vous portent à rien espérer, il est un bon député. Il peut se faire réélire. Donc, le parlementaire qui est rationnel dans son choix, il fait ce qui, à son sens, a une place dans l'échelle des préoccupations de son peuple. Et c'est pourquoi on dit que le peuple a les chefs qu'il mérite. C'est les tenants et aboutissants de la crise. Il faut en connaître les dessous. Il faut en connaître les aspects cachés. Et c'est ce que je viens vous dire. Et c'est pourquoi ce livre, je l'appelle « La parole osée envers et contre tous ». Je dis ce que pendant longtemps, on a même pas murmuré. Parce que, justement, nos relations sont construites sur des camouflages, sur du mensonge, sur de l'hypocrisie. Relations entre électeurs et candidats, relations entre gouvernants et gouvernés, relations entre fidèles et l'Église. Toutes nos relations sont pratiquement consultées, abandonnent, mais fuient leurs responsabilités pour s'occuper d'autre chose. Mais lorsqu'il y a un temps, un break, ils se rapprochent de moi tous sur la cour pour me demander, député, écoute, j'ai un cousin qui va aux épreuves, il va au concours d'admission à l'UEA, je voudrais que... J'ai quelqu'un qui va subir les épreuves pour entrer dans la police, je voudrais votre intervention. Mais c'est démagogique quelque part. Ils viennent tout juste de condamner le système. Ceux qui se font. Mais ailleurs, ils me demandent d'intervenir, mais qu'est-ce que je vais chercher dans tout ça? Et au final, au bout du compte, ça se répète en Haïti. Au bout du compte, on a une société dans laquelle on a l'impression que la majorité n'est pas à sa place. On va à l'école, celui qui tient la craie aurait été un meilleur marché-tailleur. On a l'impression que certaines fois, le médecin élit domicile dans le cabinet d'avocat et l'avocat, lui, il siège dans la clinique. Tant on a l'impression que certaines fois, certains individus ne sont pas à leur place. Et qu'est-ce qu'on peut espérer comme résultat? Donc, le problème est profond. Mais l'homme est au carrefour de tout. Le problème est social. Donc, c'est pourquoi j'invite toujours à ne pas voir le problème sous leurs apparences. J'invite à poser le problème et à trouver des solutions en amont, de telle sorte que nous n'ayons pas tout le temps à s'occuper de ça. Parce qu'au XXIe siècle, et certains peuples se préoccupent à faire voler un avion. Et nous autres, nous préoccupons à résoudre des crises. Et comme nous dit le professeur Doléan, c'est comme si on commençait toujours par le mauvais bout. C'est comme si le diagnostic était toujours mauvais. Donc, et je vous parle de